Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 2 octobre. Appel de projet culturel à la MRC de Bonaventure. La valeur patrimoniale du Château du Buc du Grand Chandler. La programmation d'automne du Centre culturel de Passepébiac. Nouvelle directrice générale au sein de l'organisme Droit et recours en santé mentale Gaspésie-les-Îles. Et le retour de votre chronique Rendez-vous. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, la MRC de Bonaventure, dans le prolongement de sa politique culturelle et la mise en œuvre de son plan d'action, annonce le lancement de son appel de projet culturel pour l'automne 2022. Nathalie Martin, qui est agente de développement culturel à la MRC de Bonaventure, nous en parle. La MRC de Bonaventure elle vient de lancer un appel de projet culturel. Mais en premier lieu, pouvez-vous nous expliquer, ça vient de où? Pourquoi une politique culturelle? Bien, une politique culturelle, ça s'établit soit dans une municipalité ou là, comme c'est notre cas, la MRC, et c'est des ententes de développement culturel qui sont faites entre le ministère de la Culture et, dans notre cas, la MRC de Bonaventure. Et ça, bien, ça s'accompagne de fonds. Puis l'idée derrière ça, c'est de soutenir le milieu culturel, de faire en sorte que la culture se retrouve partout dans la vie des gens. Pas juste chez les artistes, mais dans la vie de tout le monde, de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc, on espère que la culture soit partout présente. Et c'est ça que ça vise à soutenir, une politique culturelle. C'est quoi les objectifs visés de ce projet-là? Il y en a plusieurs. Il y a des grandes orientations, il y a des objectifs spécifiques, mais disons que si on se concentre sur l'appel à projet qu'on fait là, qui est notre deuxième appel à projet, depuis l'établissement de la politique culturelle qui est né en mai 2021, dans le cas de la MRC de Bonaventure, cet appel à projet-ci, il vise plusieurs objectifs. On a essayé d'élargir ça, puis là, vous me pardonnerez, comme il y en a plusieurs, je veux vraiment pas me tromper, ça fait que je vais les regarder ici. Alors, créer des ponts, premièrement, c'est le nom de notre politique culturelle. Ça fait que déjà, ça donne une orientation. On veut créer des ponts à travers les municipalités du territoire, mais les langues, les cultures. Donc, nos objectifs, créer des ponts entre les communautés linguistiques et culturelles, rendre la culture plus accessible, favoriser la présence de la culture dans la vie des enfants, des jeunes, favoriser la participation active à la culture, notamment par le loisir culturel, protéger et mettre en valeur le patrimoine, valoriser la culture locale, favoriser la présence de la culture sur l'ensemble du territoire. Fait que c'est assez vaste. Puis ça s'adresse à qui? Qui peut déposer une demande? Intéressant, ça s'adresse à pas mal tout le monde. Autant les organismes, les municipalités, les individus, les artistes professionnels ou en voie de professionnalisation. Il y a aussi le Conseil de bande de Gaspébiac qui a accès à ça aussi. Et même des entreprises. Il pourrait y avoir des maillages entre entreprises et culture. Des entreprises qui n'ont pas une vocation culturelle, mais qui aimeraient avoir un aspect culturel dans leur offre aussi. Donc, ça s'adresse à beaucoup de monde. Puis là, les dates limites pour déposer une demande, c'est quand? On lance dès maintenant, à partir du 30 septembre jusqu'au 15 novembre, vous pouvez déposer des demandes. Les projets devront être réalisés d'ici le 31 décembre 2023. Okay. Voilà. Si les gens ont besoin de plus d'informations, ils peuvent se documenter où et comment? Ou rejoindre qui? Ben oui, on espère qu'ils nous demandent des informations. Sur le site de la MRC de Bonaventure, dans l'onglet Culture, on peut trouver là tous les documents nécessaires à déposer une demande, mais on invite fortement, et c'est bien écrit aussi, à me contacter directement pour avoir des informations. Des fois, c'est une orientation qu'on veut connaître, on veut préciser des choses, puis moi, je suis là en appui, vraiment pour accompagner le montage des projets. Parce que c'est pas tout le temps évident de déposer une demande. Il y a beaucoup de petits détails. Alors oui, on invite les gens à nous contacter directement. Nous avons beaucoup entendu parler du sort du Château du Buc dernièrement. Jean-Marie Fallu, historien et président de Patrimoine Gaspésie, nous informe sur la valeur patrimoniale de cet immeuble. Bonjour, M. Fallu. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler, parce que dernièrement, là, on a beaucoup entendu parler du Château du Buc. Malheureusement, il a été détruit par l'ouragan Fiona qui vient de passer. Pouvez-vous nous rappeler, la villa de M. Julien-Édouard Alfred Dubuc, c'était quoi au juste? Puis pourquoi ça a une valeur patrimoniale autant?
Ben, il faut savoir que M. Dubuc, c'était l'un des plus grands industriels au Québec, là, dans le domaine des pâtes et papiers, au début du siècle dernier, dans les années 1900. Il a travaillé surtout au Saguenay. La pulperie de Chicoutimi, c'est lui qui avait mis ça en place. Et lorsqu'il a été question de mettre sur pied un moulin de pâtes et papiers à Chandler, en Gaspésie, ben, les Américains ont fait appel à M. Dubuc. Et puis, ben, lui, quand il est venu travailler à mettre en place le moulin, ce qui est devenu plus tard la Gaspésia, ben, lui, il avait demandé à l'époque d'avoir une résidence d'hiver, sa maison, oui, mais aussi une villa d'été pour pouvoir se reposer, puis aussi accueillir des gens du domaine de la politique, du domaine religieux. C'était quelqu'un qui était proche de l'archevêque Bruchési de Montréal, etc. Et puis, c'est un gars qui a été député aussi au fédéral de Chicoutimi. Alors, c'est un personnage très important dans l'histoire industrielle du Québec et aussi dans sa région, le Saguenay, Lac-Saint-Jean. Alors, c'est comme ça que la villa, finalement, est devenue la villa du propriétaire de M. Dubuc, c'est-à-dire il était gérant de la compagnie. Et par la suite, la compagnie Gaspésia l'a vendu à un particulier qui était prêt à s'en départir dernièrement là, au profit de la ville de Chandler pour essayer de sauver, parce qu'il était évidemment trop proche de la mer. Et puis, le propriétaire actuel, M. Saint-Pierre, avait investi beaucoup d'argent dans un mur de protection, mais le mur n'a pas duré. Et puis, les pouvoirs publics, c'était délicat pour les pouvoirs publics d'intervenir à l'époque parce qu'on se disait que ça appartient à un privé et puis même si ça a une valeur patrimoniale importante, c'est difficile de mettre de l'argent dans un bâtiment qui appartient au domaine privé. Et puis, si on le fait pour lui, il faudrait le faire pour d'autres. Alors, c'est pourquoi ce dossier-là a tergiversé avec le temps. Sauf que la ville de Chandler, a eu une entente avec M. Saint-Pierre au printemps. M. Saint-Pierre s'est dit, comme il n'y a plus rien à faire, je n'ai plus d'argent à y mettre, je vous le donne pour une pièce. Alors, c'est comme ça que le maire de Chandler, M. Gilles Darèche, a écrit à 2 reprises, en mai et en juin, à la ministre de la Culture, lui disant qu'il voulait sa collaboration pour essayer de sauvegarder le bâtiment. Le sauvegarder, dans le fond, c'était de le démonter et de le replacer, peut-être pour le sauver là, des tempêtes de cet automne, là, le déplacer peut-être d'une trentaine de mètres. Maintenant, la ministre de la Culture a refusé. Elle a dit, je vous avais déjà offert, la ministre avait déjà offert 40 000 $ au propriétaire, mais déplacer le bâtiment, c'était évalué par des firmes autour de 400 000 $. Alors, le propriétaire avait trouvé ça un peu ridicule. C'est un peu une façon aussi de la ministre l'an passé de se départir du dossier. Et c'est dommage parce que la ministre avait le devoir et le pouvoir d'intervenir dans ce dossier-là parce que vous devez savoir que le patrimoine, c'est du domaine de la ministre de la Culture. Et puis, en juin 2020, déjà, la vérificatrice générale du Québec avait statué que le ministère de la Culture ne prenait pas ses responsabilités en termes de leadership aussi, en termes de préservation du patrimoine. Et la loi lui aurait permis, parce que, voyez-vous, il y a une loi qui a été promulguée en 2012 qui dit que lorsque, et je cite, lorsque la ministre est d'avis qu'il existe une menace réelle ou appréhendée, que soit dégradé de manière non négligeable un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale d'importance, il peut, pour une période de 30 jours, ordonner toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour empêcher que ne se dégrade la menace pour le bien
pour diminuer les effets de cette menace ou pour l'éliminer. Alors, la loi permettait à la ministre de vraiment mettre en place là, une opération de sauvetage. Puis, il y a aussi des fonds, comme il y a un fonds qui vient d'Environnement Québec, un fonds pour l'économie verte, qui a été un fonds de 500 000 $. Donc, ça aurait pu permettre à la ministre de la Culture de dire à son collègue, écoute, on investit chacun 200 000, puis on sauve le bâtiment. Parce que le gouvernement, en même temps qu'il refuse d'intervenir pour la villa à Chandler, bien, ils investissent plus de 20 millions à Percé pour la villa James, qui est vraiment un bien intéressant, qui appartenait à un peintre américain. Alors, il faut questionner le nationalisme du premier ministre Legault qui dit moi, je suis prêt à sauver une villa qui appartenait à un peintre américain, mais pas une villa qui appartenait au plus grand industriel québécois dans le domaine des pâtes et papiers. Et c'était un peu incohérent de la part d'un premier ministre qui a été un brillant homme d'affaires. Je parle de M. Legault. Alors, voyez-vous, on ne sait pas pourquoi le gouvernement a refusé d'aider la ville de Chandler au moment où la ville était vraiment disposée à faire de quoi pour sauver le bâtiment qui est parti à la mer, comme vous le savez, par l'ouragan Fiona la fin de semaine passée. Beaucoup de choses se passent et est prévu pour cet automne au Centre culturel de Passepébiac. Nous avons donc rencontré Mme Chantal Robitaille, la directrice du service culture et loisirs de la ville, à ce sujet. On a vraiment eu un été exceptionnel. En fait, les gens ont beaucoup participé à l'ensemble des activités, que ce soit les barman d'un soir, que ce soit le Festival du crabe, que ce soit la fête nationale, que ce soit les spectacles présentés au centre culturel pendant l'été, les spectacles payants. On a vraiment senti que les gens avaient le goût de se retrouver, de consommer de la culture, de s'amuser, de se divertir. Alors, l'été a passé à une vitesse folle, on ne l'a pas vu. Les gens sont quand même très, très généreux. En fait, on parlait tout à l'heure du succès des événements qu'on a eus, tant au niveau du nombre de personnes présentes et tout ça. Mais il faut vraiment souligner la générosité des gens de chez nous. On avait eu l'occasion, on avait fait le spectacle qui avait été monté, La Gaspésie chante pour l'Ukraine, les barman d'un soir, auquel tous les soirs, les dons de chacune des soirées étaient versés à un organisme à but non lucratif du milieu, le spectacle Don Francine. C'est fou, la générosité des gens. Je tiens sincèrement à les remercier. C'est au-delà de nos attentes. On est dans une période particulière, on relève d'une pandémie, l'inflation est importante, l'essence qui coûte une fortune, et les gens ont donné des sous de façon généreuse. Ils ont vraiment été généreux pour l'ensemble des organismes et des gens auxquels ces sous-là ont été versés. Au nom de la Ville, au nom de tous ces organismes-là, au nom des gens qui vont pouvoir bénéficier de ces dons-là, c'est un énorme merci. C'est vraiment... On le savait que les gens d'ici embarquent et sont généreux, là. Mais on ne s'attendait pas autant, pas dans cette période-ci. Et c'est la même chose aussi pour nos entreprises et nos commerces. Ils sont constamment, eux aussi, sollicités par nos organismes, par les festivals, par la fête nationale, etc., pour contribuer financièrement à faire de ces fêtes-là des vraies belles fêtes avec des bons artistes et des événements et tout ça. Et ils sont là, eux aussi. On est vraiment dans un terreau très fertile de ça. Ça fait partie, je ne sais pas si c'est de notre ADN local, mais c'est vraiment spectaculaire et vraiment... on est privilégiés, vraiment, d'avoir autant de gens qui... je vous dirais qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas participer aux événements et qui venaient ici à la billetterie porter des dons. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour cet automne? Bien, pour cet automne, on a vraiment une panoplie de spectacles et d'activités à saveur tout à fait différentes l'une de l'autre. On a de l'humour, on a du théâtre, on a de la chanson. En fait, on a beaucoup de films fort intéressants, de films québécois qui viennent à peine de prendre l'affiche, qui vont être présentés chez nous tout au long de la saison d'automne. Des films pour la famille aussi, ce qu'on appelle notre ciné-famille pour les enfants.
à une représentation par mois. Alors, on est vraiment heureux et fiers de cette programmation-là pour la population. Et évidemment, on espère qu'ils vont être aussi nombreux et aussi heureux d'être avec nous pendant tous les mois de l'automne. On pense entre autres, bon, évidemment, au mois d'octobre, on a une conférence sur la dépression. On a aussi des spectacles d'humour. Pensons à Jean-François Mercier qui devait être ici pendant la COVID et qui, pour les raisons qu'on connaît, a dû reporter sa tournée. Alors, spectacle des Moussaillons qui va être présenté ici. On a du cinéma. On débute au mois d'octobre, le 2. On avait déjà prévu au début du mois d'octobre la présentation du film Les Tricheurs qui est présentement à l'affiche dans les grands cinémas aussi. Et pour notre plus grand bonheur, le réalisateur du film sera des nôtres le dimanche 2 pour la représentation de 14 heures qu'on a ajoutée. Parce que cette saison-ci, les cinémas sont plutôt les jeudis en après-midi et en soirée plutôt que les dimanches parce qu'on a beaucoup trop d'activités les fins de semaine pour toute la période d'automne. Alors, beaucoup trop. Est-ce que c'est trop? Non, c'est jamais suffisant parce qu'on essaie de plaire à tous nos publics. Alors, on est très heureux d'avoir l'opportunité de pouvoir présenter une belle brochette d'artistes. Pensons à Patrice Michaud, pensons à Judy Richard qui est là avec son spectacle de Noël, Judy et filles, où ses 3 filles et ses 2 petites filles sont avec elle sur scène. Alors, un beau spectacle de Noël pour la famille avec les grands classiques de la chanson québécoise au niveau des chansons de Noël. Alors, je pense que tout le monde va vraiment et réellement en profiter. On a aussi du théâtre qui va être présenté chez nous, la pièce de Hors Novembre, qui est en fait une pièce qui parle de la genèse de l'album des colocs. Alors, je pense que ça va être très intéressant pour les gens qui souhaitent vivre un peu en spectateur, mais de l'intérieur, toute la création de l'ensemble de cette œuvre-là qui a été endisquée par les colocs. Alors, je pense que c'est à ne pas manquer aussi. Y a-t-il encore une possibilité de louer des espaces comme le Salon 2 ou... Effectivement, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup d'activités. Il y a des activités publiques où les gens sont invités à participer soit de façon payante ou pas. Mais on a aussi l'ensemble des salles qui sont disponibles en location chez nous. Alors, il n'est pas rare d'avoir des noces, des réunions, des formations, des cafés de l'amitié. Alors ça, on en entend peu parler si on ne fait pas partie des familles ou des équipes de travail qui sont amenées à être formées ou qui viennent à des activités du genre, mais c'est régulier chez nous. Alors, ça roule et ça tourne minimalement 3 jours semaine, 4 jours semaine, des fois plus. Comme par exemple, au moment où on se parle, aujourd'hui, il y a 3 événements différents qui se tiennent ici. C'était le cas le week-end dernier et c'est le cas aussi pour plusieurs autres semaines à venir. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de droit et recours en santé mentale Gaspésie-les-Îles, qui a eu lieu le 22 septembre dernier, que Mme Karine Boudreau prend officiellement la direction générale de l'organisme. J'étais très comblée parce que l'année passée, à l'AGA, il y avait 2 personnes de plus que l'équipe et le conseil d'administration. Donc, nous, on a fait un constat que notre vie associative n'était pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être et on a décidé avec le conseil d'administration que à la prochaine AGA, donc celle-ci, on allait mettre le paquet pour qu'il y ait du bon. Donc, on en a fait un événement. On a invité Mme Cazin qui donnait une conférence après l'AGA et la conférence était gratuite pour les participants à l'AGA. Donc, on a eu une augmentation du membership de 20 quelques personnes qui se sont inscrites comme membres, peut-être pour sauver le 15 $ de la conférence, mais pour nous, au moins c'est des gens qui sont préoccupés parce que la conférence traitait de la prévention du suicide puis de l'engagement social. Donc, c'est des causes qui nous tiennent à cœur. Madame Cazin c'est vraiment impliquée là, et s'est vraiment informée de notre organisme pour adapter sa conférence. Elle a donné vraiment une belle prestation. Puis, c'est ça, c'est que ce que ça a fait, tout ça, on a loué la salle de spectacle de New Richmond. Donc, on a mis le paquet, on a même loué des véhicules, un autobus qui partait de Gaspé, qui amenait du monde de Gaspé jusqu'à New Richmond. Donc, on a mis le paquet, puis ça a marché. Juste pour la GA, il y avait plus de 40 personnes.
Et pour la soirée avec Mme Cazin pour la conférence, c'est monté à presque 100 personnes. Puis Mme Annick Lepage, qui était directrice ici avant aussi, le flambeau a été lancé. Là, c'est toi qui es rendue directrice officiellement. Oui, on a profité de l'événement aussi pour la remercier, pour lui rendre hommage, parce qu'Annick a fondé l'organisme. Elle en sera toujours la directrice générale fondatrice. C'est sûr que je peux pas me réjouir qu'elle ne revienne pas dans les circonstances, parce que Annick ne revient pas pour des raisons de santé. J'aurais mieux aimé qu'elle recouvre la santé, mais dans les circonstances, on dit des fois que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et moi, d'être confirmée dans le poste de direction générale que j'occupe depuis 2 ans par intérim, ben je suis contente parce que j'y ai pris goût en 2 ans. J'adore ce que je fais, puis je suis contente de continuer à le faire. C'est sûr, les gens ne sont pas peut-être conscients de tout le travail que tu as fait durant ces 2 premières années-là. Pouvez-vous nous résumer un petit peu, c'était quoi les principaux défis qu'il a fallu que tu relèves? Juste avant de partir, avec Annick, on avait fait un plan de match, hein, une planification stratégique 2019-2024. Et là-dedans, il y avait de faire rayonner la parole collective. On a lancé Représentation dans la baie des Chaleurs, puis en Gaspésie l'année suivante. Donc, c'est une réalisation qu'on avait prévue avec Mme Lepage, qu'on a réussi à mettre en place. Deuxième chose, on voulait être plus présent à l'extérieur de la baie des Chaleurs, parce que historiquement, on a plus de personnes qui font appel à nos services qui proviennent de la baie des Chaleurs. C'est normal, notre siège social est ici. Mais l'objectif avec Mme Lepage qu'on avait identifié, c'était d'être plus présent ailleurs. Et dans ces 2 années-là, on a effectivement inversé la tendance. Donc, maintenant, il y a plus de 50% des gens qu'on aide qui sont à l'extérieur de la baie des Chaleurs. C'est plus représentatif parce que la Gaspésie, c'est pas 50, la baie des Chaleurs, c'est pas 50% de la Gaspésie. Donc, c'est un autre objectif qu'on a atteint. Puis là, avec la GA, augmenter la participation, la vie associative, avoir plus de membres, avoir des gens plus engagés dans notre CA. Bien, on a aussi relevé ce défi-là qu'on s'était fixé parce que ça faisait 2 ans qu'on avait un CA incomplet à 5 membres, et à la dernière AGA, on a réussi à élire 7. On a eu des élections. C'était vraiment le comble du bonheur, parce qu'il y avait plus de monde, il y avait plus d'appelés que d'élus, et donc on a réussi à faire un conseil d'administration complet avec 7 personnes. On va souhaiter un bon repos à Mme Lepage. On va vous souhaiter de belles années à venir à la direction de Droit et recours. C'est un organisme très important pour la région. Bien, Droit et recours santé mentale, c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui vient en aide aux gens dans le respect de leurs droits. Donc, on fait de l'éducation populaire, de l'information, de la sensibilisation. On fait aussi de l'aide et de l'accompagnement pour les gens qui ont un peu plus de difficultés. Et on a aussi des mandats vigilance. On travaille sur des dossiers systémiques collectifs, comme à l'égard du réseau de la santé et des services sociaux, par exemple. Qu'est-ce qui est à surveiller prochainement? Bien, écoutez, il y a la semaine prochaine, du 2 au 8 octobre, il y a la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. C'est évidemment une cause qui nous tient à cœur. Mais ce qui nous préoccupe particulièrement dans la prochaine semaine, c'est les élections. Et donc, on a demandé aux candidats de se préoccuper de l'action communautaire autonome. Vous savez, l'action communautaire autonome, c'est 4000 organismes au Québec qui sont sous-financés. 97% n'arrivent pas ont de la difficulté à faire le travail qu'ils voudraient faire ou qu'ils devraient faire ou qu'ils auraient à faire. 77% des organismes ne disposent pas des sommes suffisantes pour bien faire leur mission. On a un manque à gagner de 132 835 dollars en moyenne par organisme. Donc, avant de voter, posez-vous la question. Je pense que vous êtes en ondes dimanche. Donc, avant de voter demain, j'invite les gens à se poser la question. Quel est le candidat ou le parti qui a le mieux à proposer pour les organismes communautaires autonomes, puis le filet social au Québec, parce qu'il est en danger.
Et nous avons eu le plaisir de rencontrer Mme Cazin, spécialement invitée pour cette 27e Assemblée générale annuelle. Ça va bien, vous? Fantastique, je suis en bonne compagnie, je suis en Gaspésie, la vie est belle et je suis ici pour une bonne cause. Et pourquoi pour vous c'est si important de parler d'un tel sujet? Pour moi, de parler de la prévention du suicide, c'est parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où les gens ne parlent pas, n'expriment pas leurs émotions, eh bien, éventuellement, ils se retrouvent dans un mal de vivre. Moi, j'ai vécu ça personnellement, mais je l'ai vu à travers mes amis qui se sont suicidés. Malheureusement, j'ai 5 suicides dans ma vie, dont le suicide de mon collègue et ami Gaëtan Giroir. Et Gaëtan n'exprimait pas ses émotions. Il imprimait, tout était toujours beau, tout était toujours parfait. Et c'est malheureux parce que à un moment donné, il s'est retrouvé en dépression et puis il était trop tard. Donc, pour moi, c'est important de briser le tabou. C'est important d'en parler. Parce que moi, j'ai choisi la vie, puis j'ai envie que les gens, les humains, choisissent la vie également. C'est quoi vous diriez aux personnes qui ont des problèmes, mais qui n'osent pas aller chercher de l'aide avant qu'ils passent à l'acte? C'est important de demander de l'aide. D'ailleurs, c'est capital. Droit et recours en santé mentale, Gaspésie et Île-de-la-Madeleine est là pour aider les gens, justement. Il faut, c'est le message que je passe dans ma conférence ici ce soir, c'est important de demander de l'aide. C'est important d'avoir des projets. C'est important d'avoir un réseau. C'est important aussi d'avoir de la reconnaissance. Mais tout ça, vous savez, ça passe par quoi? Ça passe par s'aimer soi-même d'abord. Et ça, bien, c'est capital. Là, vous avez 2 super livres à vendre. C'est quoi au juste vos livres? Puis ça s'adresse à qui? Alors oui, effectivement, j'ai 2 livres à vendre ce soir. En fait, là, ça ne sera plus ce soir, là, quand ça va passer. Alors, c'est J'ose déranger. J'ose déranger, ça a été le propre de ma vie, tout au long de ma vie. Et dans ce livre-là, il y a un chapitre sur la retraite. Quelle retraite? Il y a un chapitre sur le bénévolat, sur la relève, sur la responsabilisation, sur les deuils. Alors, évidemment, à travers ce chapitre-là, je parle des suicides de mes amis. Et et ensuite, j'ai ma véritable identité. Alors ça, c'est mon autobiographie où je me révèle totalement dans ce que je suis. J'ai accepté d'être ce que je suis. D'ailleurs, savez-vous quoi? Aujourd'hui, j'aime bien dire « je me connais et je m'aime quand même ». Alors, ces 2 livres-là, je les vends 30 $ les 2 et je vais remettre 5 $ à Droit et recours en santé mentale Gaspésie de la Madeleine. Bien, merci beaucoup, Mme Cazin. Ça me fait plaisir et je vous souhaite bon succès. Salut! Télévague, ça fait des vagues. Et voici votre chronique Rendez-vous. Samedi le 8 octobre 2022, il y aura une soirée dansante au club L'Amicale de Passepébiac, situé au 18 2e Avenue Est. Le tout aura lieu à 20h30. Plaisir assuré, bienvenue à tous. Le Club des 50 ans et plus l'Amicale de Passepébiac vous invite à un souper pour souligner l'Action de grâce. Le 10 octobre à 17h, au menu, il y aura soupe, sandwich, dessert, thé et café. C'est situé au 18 2e Avenue Est à Passepébiac. Le coût est de 7 $ pour les membres, 10 $ pour les non-membres. Bienvenue à tous. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 2 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!